Bonjour Hélène. Bonjour Cécile. Ah, mais qu'est-ce que je suis heureuse d'entendre ta voix parce que je sais que du coup, on va faire un joli podcast où tu vas répondre à mes questions habituelles que les auditeurs connaissent bien. Merci d'être avec moi Hélène. Écoute, c'est avec grand plaisir que je participe à ton podcast. Alors déjà, là, j'ai commencé par une expression que je viens de t'entendre dire. C'est du live. Hein. Tu m'as exprimé la joie de me voir et en même temps, tu m'as dit du coup. Ah oui, le du coup. Le du coup terrible qu'on emploie à tout bout de champ en ce moment et tu as tout à fait raison. J'essaye vraiment de faire ensemble, de dire donc finalement, mais voilà, quelquefois vraiment ce du coup échappe à ma concentration. Oui. Alors en même temps, c'est que quand ça t'arrive, c'est de l'accueillir et de le transformer. Parce que bien sûr, beaucoup d'empathie pour soi, ça va plus vite que l'éclair. Et en même temps, c'est intéressant de faire un point, un arrêt, tu vois, en se disant « Ah, ok, je me suis entendu dire ça. Je me l'autorise à le transformer. » Très bien. Mais le podcast commence avant les 5 questions. Merci Hélène. Alors la première question, comment ta ou tes méthodes se sont invitées dans ta vie ? Eh bien, la communication bienveillante s'est imposée dans ma vie lorsque j'ai pris conscience de ma violence et de mon agressivité, vois-tu. Je la ressentais, je la vivais de l'intérieur et je me disais il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé, tu vois. Et j'ai fait des recherches et j'ai rencontré une de mes amies qui m'a dit écoute Hélène, il y a une formation formidable qui est sur la communication non violente. Est-ce que tu serais d'accord pour m'accompagner sur ce projet? Et je l'ai vraiment accueilli comme une évidence. Et surtout que j'avais déjà conscience qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être transformé. Donc, ça m'a offert un outil extraordinaire pour établir des relations complètement différentes et harmonieuses avec ma famille, les personnes avec lesquelles j'étais en activité professionnelle. Cette approche m'a permis de développer une écoute active, bien sûr une meilleure gestion de mes conflits, de mes conflits. Oui, de tes conflits. Et puis, tranquillement, ça m'a transformée et surtout m'a permis de l'intégrer. Et maintenant, aujourd'hui, d'avoir cette chance de le transmettre. Ok. Et là, petite question subsidiaire, c'était à quel âge, en fait, que tu as trouvé cette formation et que c'est venu à toi? Écoute, je devais avoir 48 ans. Ah oui. Très bien. Oui. Très bien. J'en ai 63 aujourd'hui. Oui. Tu es amie avec la communication bienveillante depuis un grand moment maintenant. Ah oui, c'est devenu ma partenaire de vie. J'envisage plus de faire autrement. Et quand quelquefois mon émotion me rattrape, eh bien je fais comme ce que je viens de te dire tout à l'heure, j'accueille ce qui est, je transforme. Oui, tu accueilles. Je transforme. Oui, tu transformes. Ouais. Et je me fais des bisous en général. J'embrasse ma main et je me dis Hélène, transforme. Et finalement, ces méthodes, elles ont pris quelle forme finalement? Comment tu les as transmises ensuite? Eh bien, ensuite, c'était plutôt avant. J'ai suivi une école de sophro à Paris avec Catherine Agliota. Et quand je me suis installée, j'étais plutôt heureuse, c'était très satisfaisant. J'avais du monde, etc. Et puis je me disais, il y a quelque chose, en plus de ce que je vivais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose à transformer. Et quand Michel m'a proposé de la retrouver sur cette formation, je me suis dit, ah oui, c'est une évidence, bien sûr. Et parce que j'avais la sensation que ce qui se passait quand j'accueillais les personnes en sophro, il y avait aussi un langage qui était lourd de souffrance et que ça avait besoin de se transformer. Donc j'ai commencé par moi-même, bien sûr. Et après j'ai associé la sophro et la communication.
D'accord, d'accord, ok. Et donc en individuel ou en groupe, ou comment Oui, ça se passait? bah, aujourd'hui, en tout cas, oui, je fais bien sûr des personnes en individuel. C'est un accompagnement au cordeau, hein, si je puis dire ça comme ça, parce que je fais attention à tous les mots. Oui, Et c'est formidable parce que c'est porteur d'une transmission de paix, de calme. Et c'est moins anxiogène de changer ces mots. Hein. bien Les mots sûr. les plus délicats à lire, pour moi, c'est vraiment ceux-là qui sont anxiogènes parce qu'ils sont prononcés sans conscience et sans connaissance. Une fois que la connaissance et la conscience est offerte et transformée, là, vous voyez les personnes réagir et se dire « Ah ouais, je pourrais dire ça autrement ». Évidemment. Puis Marshall a bien retransmis le protocole avec une telle simplicité que nous n'avons plus qu'à suivre ce chemin d'Ariane. Oui. C'est un fil, hein, Oui, oui, entre l'observation, le sentiment, le besoin, la demande et la transformation et le remerciement. Voilà, tout ça, ça se fait tout seul après, hein, une fois que c'est intégré. Et finalement, quelqu'un qui vient te voir en individuel, en général, c'est quoi sa demande? Sa demande, c'est soit ils se sentent en décalage par rapport à leurs enfants, et là j'interviens aussi dans la famille, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'avoir une autre relation avec les enfants, ils se rendent compte qu'il y a une séparation, par exemple les ordinateurs, les jeux, tout ça, ont créé une espèce de distance sourde entre les parents et les enfants, et c'est de ramener du vivant, parce que Marshall, c'est ça qui propose, c'est qu'est-ce qui est vivant en toi, et à travers la communication, ça veut dire je recrée du lien, je recrée des moments privilégiés avec les enfants, par exemple, ou les compagnons, ou les compagnes, enfin. Et en entreprise, c'est la même chose. Et ça crée du lien. Ça permet de déposer les malentendus. Oui. Les présupposés, toutes ces choses qui viennent être un frein dans nos relations. Oui. Ce petit climat interne. Oui, oui, oui. Oui, et puis c'est vrai que la communication, c'est source de tellement d'incompréhension et de disputes parce qu'il y a énormément de non-dits où on interprète toujours ce que l'autre y pense, où on projette ce que nous pensons sur l'autre, et vraiment, enfin, tu fais un métier merveilleux parce que c'est vraiment une chose essentielle qui crée tellement de souffrance dans nos vies. Quand c'est mal, quand c'est bien mal acquis ne profite jamais. Très bien, merci Hélène. Alors la deuxième question, quel est ou quel fut ton plus grand défi? Alors mon plus grand défi, celui-là, ça a été vraiment un défi important et intéressant en même temps dans mon cheminement de vie, c'est celui d'avoir appris à lire et à écrire avec ma fille de 6 ans. Et moi, j'en avais 26 à l'époque et j'avais toujours plus ou moins réussi à vivre, entre guillemets, dans cette société où déjà tout le monde savait lire, écrire, se déplacer. Mais je vivais une dyslexie profonde, des orthographies et dyscalculie qui faisait que je me perdais dans un verre d'eau, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais dans la rue, aller à droite, aller à gauche, tout était compliqué. Je me tenais la main pour savoir quand j'allais tourner. Pour aller d'une rue à l'autre, j'interpellais les personnes en demandant mon chemin pour me rendre à la bonne adresse. Et ça a été mon plus grand défi. Et le fait, quand Aurélie a eu 6 ans et que je me suis attablée avec elle pour cet apprentissage de la lecture, je me suis dit c'est le moment. C'est le moment parce que elle avait beaucoup de tendresse et d'admiration entre guillemets pour nous deux, puisque nous apprenions en même temps le canard, le renard, toutes ces syllabes, et ça m'a pris beaucoup de temps plus qu'elle, je me reconnais. Et la finalité de ce défi, ça a été un livre. J'ai mis 1 an à le lire, enfin j'ai appris pendant 1 an, mais très lentement, très doucement, parce que dès que je lisais, j'oubliais. Et
Donc ce livre, je l'ai lu tous les jours, je lisais les pages et je recommençais en me disant mais qu'est-ce qui est écrit là vraiment? J'ai oublié et je reprenais jusqu'au jour où je saurais pas expliquer ça. C'est comme si ça s'est transformé et là, hop, je me suis mis à le lire lentement certes, mais je l'ai lu et j'ai surtout compris ce que je lisais. Et quand je l'ai fermé, je me suis dit waouh, c'est magnifique de lire. Et c'est là que j'ai commencé à lire. À peu près, tout n'était pas venu à la maison, mais toute la bibliothèque que j'ai chez moi. J'ai un petit peu rattrapé mon chemin. Ok. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est débloqué. Ouais. Aurélie, on était vraiment... c'était chouette parce que comme ça, elle était plus rapide que moi dans cet enseignement. Elle me reprenait, quoi. Elle disait, ah, mais non, là, il y a là-haut, etc. Et voilà, donc on a joué comme ça. Et c'est vrai que durant toute cette scolarité primaire, nous avons continué, elle a continué à m'accompagner jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près, hein, parce qu'après c'était avec les chiffres, hein, évidemment. Oui. Ouais, je me souviens, elle a vraiment été exceptionnelle. Et puis voilà, ça s'est vécu facilement en fait. C'est devenu un jeu. Mais tu es un bel exemple d'espoir pour les grands dyslexiques, dysgraphiques, dyscalculiques, dis donc. Hein. Oui. Est-ce que c'est l'amour qui a agi là-dedans? J'aime ta question. Alors, je ne m'étais jamais posé cette question. Aujourd'hui, je peux te répondre que oui, tu vois, j'en ai de l'émotion. Je peux répondre que oui, parce que j'ai senti chez elle un accueil, quoi, tu vois. Oui, elle m'aimait telle que j'étais. Oui. Et je sais qu'après, elle a continué, et encore maintenant. Bon, maintenant, évidemment, j'ai dépassé tout ça, mais en même temps, je sens toujours son soutien. Il faut savoir que Aurélie a fait des études supérieures comme mes 3 filles. Et ça, vraiment, j'étais reconnaissante de voir que elles ont... et puis, elles m'ont toujours fait participer. J'ai lu les différents mémoires, etc., des unes et des autres. Voilà. Avec les enfants, ça a toujours été vu, quoi. Parce que les fautes d'orthographe, j'écrivais comme j'entendais, donc... Bien sûr. L'orthographe, ça a été très compliqué. Je reconnais que ça l'est encore, hein. Mais en même temps, je trouve que mon écriture a pris du style. Oui, et puis vraiment, en plus, l'orthographe, si on y regarde bien, tu vois, quand on dit c'est un peu historique, pourquoi à certains moments on a mis 2 N et puis on a considéré que c'était comme ça que ça devait s'écrire. Enfin, franchement, le français est compliqué, on le sait, on est d'accord. Hein. Alors moi, ça avait agrémenté de quelque chose de particulier, c'est que je me disais, quand je savais pas s'il fallait mettre 2 L ou 2 M, je le mettais à l'esthétique. Oui. Ça doit être ça, parce que ça me semble joli. Ça me semble joli. Tu sais, moi je le fais des fois aussi, hein. C'est-à-dire qu'en ayant une mémoire visuelle, tu dis ah oui, ça ressemble à ce qui me semble que je lis dans les livres. Voilà, c'est ça. Mais franchement, de toute façon, non, le français est compliqué, donc si déjà, tu as fait un pas tellement, des pas, pardon, tellement immenses, c'est merveilleux, l'orthographe, franchement, aujourd'hui, tu sais, elle part un petit peu à la dérive aussi. Oui, nous avons des accompagnateurs aujourd'hui qui transforment quand j'oublie les S, les M, les L. Oui. Peu importe, je sais que ça se fait automatiquement, pour ainsi dire, mais en même temps, ça me permet de continuer à avancer et à apprendre. C'est vrai. C'est toujours dans cette dynamique d'apprendre. Tout le temps. Depuis, ça m'a jamais lâché. Et c'est pour beaucoup de choses. Hein. Je suis autodidacte à tellement d'endroits que... Merci, Hélène. Je pense que c'est la leçon de vie que j'ai prise, c'est ça, c'est de continuer à vivre dans une société qui a multiples choses à m'apprendre, que ce soit la nature,
la littérature, la peinture, l'histoire, etc. Donc, je me sens dans un apprentissage permanent. Et c'est beau. Oui, en tout cas, j'aime beaucoup apprendre. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui te plaît. Hein. Tu es vraiment passé à un apprentissage plaisir. Ah, complètement, oui. J'écris de plus en plus parce que je rends des comptes rendus de ce que je fais. Eh bien, je prends un plaisir immense parce que je choisis chaque mot et je revois la personne ou les personnes. Et je me dis, ah oui, non, là, c'est plus approprié, etc. Tu vois. Je suis dans cette réflexion. Je continue à cheminer, à œuvrer en même temps. Oui, réflexion, sensibilité, parce qu'on sent vraiment ta grande sensibilité. Et voilà, tu l'appliques aux gens, tu l'appliques aux mots que tu vas leur donner. Super. Complètement, Merci, waouh. Alors écoute, maintenant on va passer à la troisième question. Quelles sont les personnes qui t'inspirent ou t'ont inspiré et pourquoi? Et vraiment, ça peut être c'est pas forcément Nelson Mandela, hein, on est d'accord? Non, pour moi, c'est là, ce qui me vient spontanément, c'est Marshall Rosenberg. Parce que j'ai vu avec lui le protocole faire son œuvre dans chaque personne. C'est-à-dire ce protocole qui semble si simple de cinq mots est en réalité une refonte de notre système de pensée. C'est-à-dire que plutôt que d'aller directement dans nos sentiments, nous commençons par observer, sans juger, sans évaluer, sans diagnostiquer. C'est là que c'est délicat. Ça nous apprend à nous défaire de toute cette espèce de présupposés, de jugements que nous pouvons poser sur la tête des personnes avec des post-it. Oui. Elle est comme ça, il est comme ça, je sais, j'ai vu. Non, je ne sais rien, j'ai rien vu. Je peux simplement dire que j'ai entendu de ces mots et reprendre les mots de l'autre. Oui, ça c'est intéressant, c'est important. Et ça, pour ça, Marshall Rosenberg, pour moi, a été un praticien extraordinaire de l'humain. Et il a montré l'importance de l'empathie et de l'écoute. C'est pour moi un maître de ce côté-là, c'est sûr. Et la non-dualité, il l'a exprimé parce que on n'est ni contre ni pour. On est simplement à l'écoute de quelque chose qui se vit. Oui. Et qu'est-ce qui est vivant en toi? Comment tu vis? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? C'est quoi ton intention? Tu nourris qui? La part de présupposer ou bien simplement regarder les choses sans les juger. Il y a plein d'exemples dans nos vies qui s'expriment comme ça. Oui. Être le plus clair possible. Oui. Tu aurais un exemple concret alors souvent, je donne comme exemple quand je suis en atelier celui de la personne qui est au volant et qui conduit en étant peut-être avec sa compagne ou son compagnon et ses enfants à l'arrière et une personne vient lui couper la route. Eh bien, ces personnes ont une expression oui, qu'est-ce que c'est que ce type, il sait pas conduire, et je vous passe tous les noms fleuris qui vont avec. Et moi, je me dis que la personne elle a besoin de réaliser que tous les mots qui sortent de sa bouche sont une énergie et viennent toucher les cœurs des personnes qui sont à côté d'elle. Et que, bien sûr, que nous avons le droit de vider notre colère, évidemment. J'avais un professeur extraordinaire qui s'appelait Rémi Filiosa, qui nous le répétait à chaque cours, qu'il était important de vider l'émotion, mais pas n'importe quoi, et pas n'importe comment. Et certainement, autre part que dans une voiture où sont 2 ou 3 personnes, ou même une seule personne. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que... Oui. L'exemple, il est clair. Nous ignorons complètement que si la personne qui nous fait une queue de poisson devant, elle court pas, elle va pas un peu vite parce que sa mère est mourante ou son fils est tombé à l'école ou on va savoir. Nous ignorons tout ça, mais nous présupposons que nous en faisons une affaire personnelle, alors qu'il n'y a rien de personnel. Ce sont que des faits. Oui. C'est nous qui en faisons une affaire personnelle, oui. Exactement. Tout à fait.
peut-être que la personne a joué d'imprudence, c'est certain. Mais en même temps, nous ignorons pourquoi. Oui. Et est-ce que c'est en criant comme ça dans la voiture, tous ces noms d'oiseaux, que la personne l'entend de l'autre côté dans son véhicule? Non. 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 Mais par contre, les enfants qui sont à bord, oui. Le compagnon ou la compagne à côté, oui. Si vous êtes seul, c'est différent. Si nous sommes seuls, nous assumons totalement ce que nous disons et nous avons le droit de crier, hurler, bien sûr. Mais dans le respect de ce que nous vivons autour de nous. Oui. Et pour ça, pour tout. Oui, oui. Oui, et alors oui, la question franchement me vient, c'est-à-dire que on va dire que donc sortir sa colère, c'est très instinctif, primaire, etc. Donc comment on dit oula, stop, je prends mon recul, je me pose avant de sortir cette chose qui est tellement instinctive. Quand elle est instinctive, c'est ce que je disais pareil pour les 2 coups tout à l'heure, qui sortent instinctivement de la bouche parce qu'elles sont déterminantes, qu'il y a quelque chose dans ce qui se joue qui me rend mal à l'aise. Donc je l'exprime, c'est inconscient mais je l'exprime. L'idée c'est, si c'est là, c'est de l'accueillir comme il est et de le transformer. Une personne qui se met à... D'abord je souhaite vraiment que les personnes entendent ce que je suis en train de dire et je serai la seule à le dire. Prendre conscience que si elles le font d'une façon instinctive et qu'elles transforment ça en disant je suis désolée, pardon, vous êtes à côté de moi, je vous fais entendre des mots, j'en ai après le véhicule là-bas, mais il n'y a rien de personnel vis-à-vis de vous et je vais faire attention à mes mots, je vous demande pardon, je vous demande pardon, je me sens désolée. Ça, c'est des mots forts. Oui, bien sûr. Tout le monde a besoin de les entendre. Oui, bien sûr, tu as tout à fait raison. Parce que ça veut dire qu'on ne considère en rien l'autre, comme s'il était inexistant dans le véhicule. Oui. Allez, pourquoi pas. Parce que je traverse ça, tout le monde traverse en même temps. L'idée, c'est d'avoir cette précaution, de conscience que ce que je vais dire peut affecter, toucher un petit cœur qui est assis derrière. Oui. Et qui peut-être un jour va être lui-même au volant et reproduire la même chose, parce qu'il ne saura pas faire autre chose. Il y a des chances. C'est ça l'idée, transformer ça. Oui, mais c'est merveilleux, parce que finalement, on accueille quand même, si l'instinctif est sorti avant tout le reste, eh bien, on l'accueille et aussitôt, on transforme nos paroles auprès de l'entourage. De l'humilité. Oui. De l'humilité. C'est vraiment un apprentissage. C'est un apprentissage qui nous demande d'être très, très, très présent à ce que nous vivons. Oui. C'est être là en permanence. Et ça, pour beaucoup d'entre nous, c'est délicat. Il y a des personnes, évidemment, il n'y a aucune généralité là-dedans. Il y a des personnes qui arrivent très bien. Il y en a pour d'autres, avec l'apprentissage de l'école, avec les traumas familiaux, etc., c'est plus délicat. Ils préfèrent être soit dans le passé, soit dans le futur. Mais qui est là, dans le présent? Oui. Et être présent, c'est être attentif aux mots qui sortent de ma bouche. À mes pensées, à tout ça. Ce que je regarde. Qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Des choses qui m'embellissent ma vie ou des choses qui vont m'amener dans des moments un peu plus sombres? Qui je nourris? C'est la pleine conscience de la parole. Oui, c'est ça. Waouh. Merci Hélène. Je vais passer à la 4e question. C'est bien, il y aura beaucoup de choses à réfléchir et c'est merveilleux, vraiment. Donc, la chose qui te tient le plus à cœur? Alors, ça va rien t'étonner. Rien t'étonner, c'est la paix. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est la paix. C'est en tout cas un idéal vers lequel j'ai envie de tendre dans tous les aspects de ma vie. Et aujourd'hui, pourquoi je vis ça, alors comme je l'exprime au début, c'est toute ma violence que j'avais pour des raisons facilement explicables dans mon processus familial. Et oui, je remercie mes parents et toutes les personnes que j'ai croisées qui à travers cette violence, m'ont appris à transformer ça
Et aujourd'hui, ce vers quoi j'aspire, oui, c'est la paix. Je me rends compte que l'épreuve a été ce qu'elle a été. Et en même temps, c'est elle qui m'a amenée là, aujourd'hui, là où je suis. Oui. Et j'en suis vraiment émue et touchée. Parce que le pouvoir de la paix, c'est transformer ses relations avec soi et avec tout l'environnement, que ce soit mon environnement professionnel, les communautés dans lesquelles je peux être, etc. La famille, bien sûr, au centre de tout ça. Et ouais, c'est surtout avoir... alors, je fais de mon mieux, hein, évidemment, hein, mais en même temps, c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre. Donc, je le nourris le plus possible. Le plus possible. Oui, parce que bien sûr, hein, je suis un être humain comme les autres. Oui, parce que finalement, la notion de paix, pour toi, Hélène, ça représente quoi exactement? Comment elle s'exprime en toi? Comment elle s'exprime? Comment tu sais qu'il y a la paix, en fait, en toi et autour de toi? Alors, par exemple, quand je suis en atelier, que je vois des personnes très en colère, qui expliquent quelque chose, moi je me sens très calme à l'intérieur. Ou dans des situations dans la vie courante, dans la rue, où je peux voir des choses et ça me laisse... je regarde, je vois, oui. Oui, je vois. oui, tu n'es pas partie je prenante. m'offre le plaisir de ne mettre aucun jugement sur ce que je vois, ce que j'entends. Oui. Parce que Marshall, il l'exprime très bien. Il dit que chaque mouvement de colère est un besoin non satisfait. Donc, je le sais. Donc, je ne peux vivre qu'en ne prenant en considération de ça. Oui. Donc, si je vois quelque chose qui pourrait toucher ma paix, c'est que j'ai de l'empathie qui se développe. Ouais. Oui. Là, je me dis qu'il passe quelque chose. C'est intéressant. Oui. Oui, tu as vraiment intégré l'enseignement que la personne en face qui est en colère, c'est un besoin qui n'est pas assouvi, qui s'exprime. Et du coup, toi, ça te permet d'être vraiment en recul et en accueil, mais je dirais même en empathie et en compassion avec cette personne-là, plutôt que de rentrer dans l'énergie qui s'exprime. C'est ça. Oui. Mais je pense au Dalai Lama qui disait pour savoir où vous en êtes, allez passer 8 jours dans vos familles. Et, moi, vraiment, je l'apprécie énormément parce que je me dis c'est l'endroit le plus intéressant pour exprimer la paix et pour la cultiver. Parce que c'est celui peut-être le plus délicat, en tout cas pour moi. Oui. Je le vis comme ça. Donc, chaque fois que je sens un peu de colère qui arrive en moi pour une situation qui peut être apparemment blessante, je me dis, mais non, regarde, c'est pas ça que la personne veut exprimer. Elle a simplement envie d'exprimer autre chose, mais c'est ses mots à elle. Donc, tout de suite, ça me ramène. Parce que j'ai quitté mon présent quand je suis dans ces pensées-là, où je crois que je vais être touchée par un tel ou un tel. La personne a besoin de dire quelque chose et c'est sa façon à elle de le dire. Alors ça peut être un peu comment dire blessant des fois, agressif, voilà. Blessant. En même temps, c'est ses mots. Et j'ai la chance de pouvoir les transformer. Oui. Quand j'ai commencé à apprendre la communication, et je le fais encore, quand j'écoute la radio, des émissions, je transforme, ou des personnes qui veulent me dire des choses, je transforme pour elles. Je transforme tout le temps. Parce que d'abord, c'est un exercice excellent pour apprendre l'observation. Et puis au tout début, je me souviens, je m'installais les terrasses des cafés. J'appelle ça des cafés soleil. Et je regarde les personnes et je décris ce que je vois. C'est juste ce que je vois. J'enlève tout présupposé. Et ça, c'est pour ceux qui ont envie d'exercer l'observation sans jugement, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Parce que le cerveau, il a besoin de retracer une autre connexion, d'autres façons de penser. Et ça, c'est très énorme.
tout cas, c'est comme une gymnastique en quelque sorte. Oui, oui, tout à fait. Des exercices de gymnastique pour s'entraîner, des exercices d'entraînement. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est ça. Ouais. Eh bien, alors moi j'ai une question subsidiaire parce que, alors, admettons justement, tu es dans ta famille, quelqu'un dit quelque chose qui pourrait, à première vue, être blessant. Mais c'est, je sais pas, ton papa, ta maman, etc. Donc là, concrètement, alors donc j'ai bien compris que la première chose, c'est vraiment de dire ouh là là, il y a un besoin qui s'exprime dans cette colère là qui est là. Et est-ce que tu fais quelque chose concrètement après avec eux ou tu attends que ça soit calmé? Comment concrètement tu procèdes? Si c'est un état de crise, la meilleure étape, c'est de rester tranquille et d'attendre que ça passe, et après y revenir tranquillement, avec vraiment tranquillement, parce que c'est là où la magie opère. C'est qu'une fois que la personne a dit ce qu'elle avait à dire, à la façon où elle l'a dit, ça sert à rien de répondre dans l'immédiat. Si la crise est forte, je vous invite plutôt à rester silencieux et à y revenir. Et à revenir de la façon suivante, c'est-à-dire que de vous rapprocher d'elle et dire maman, papa, quand je t'ai entendu dire ça tout à l'heure, vous rendez à l'autre la responsabilité de ses mots, ça c'est très important. Et puis là, vous pouvez lui dire, tu vois, je me suis sentie démunie face à ta colère. J'aurais aimé réagir différemment. Et comme tu as pu le voir, le silence s'est installé en moi, parce que les mots m'ont manqué. J'aurais tellement aimé de parler pour te dire ce que je ressentais. Mais là, je vois que nous avons la possibilité d'échanger tranquillement ensemble, puisque tu es prêt à m'écouter. Et en général, la personne en face, oui, mais tu aurais pu m'écouter, t'as rien compris à ce que je t'ai dit. Et là, tranquillement, vous revenez. C'est important que je te comprenne. La personne va dire, oui, c'est évident, je voudrais être comprise. Eh bien, écoute, je suis prête à t'écouter. Là, calmement, tranquillement, nous pouvons le faire. Et je te remercie pour ça. Parce que j'ai tellement envie de te rejoindre. Parce que je t'aime, tout simplement. Très bien, très bien. Voilà, ça c'est, tu vois, je pense que c'était un peu fondamental vraiment de donner la méthode dans un exemple très concret parce que justement, souvent on va être arrêté par les mots qui ont été dits et qu'en faire, que faire avec ça parce que tu vois, toi Hélène, vraiment on sent que c'est complètement intégré d'accueillir la souffrance de l'autre sans jugement, sans rajouter du contenu sur les mots qui ont été dits, on est d'accord. Mais bon, c'est un entraînement et forcément, nos auditeurs ne seront pas toujours au même niveau d'entraînement et d'intégration. Voilà. Mais donc, c'était bien que toi, qui as vraiment très, très intégré ce processus, puisse en parler. Et oui, en plus, maintenant, j'ai vraiment beaucoup de recul. Ça fait des années que je fais ça. Je peux vous dire que ça a changé des vies. Vraiment, je m'émerveille. Quelquefois, les personnes me retéléphonent des années plus tard en me disant, mais Hélène, merci, ça a tellement changé ma vie. Mais oui, parce que moi, j'y suis pour rien. C'est eux qui ont pris en main leur façon de communiquer. Et j'honore ça. Et pour moi, c'est la paix, c'est la liberté. Tu vois, tu m'as demandé tout à l'heure, mais elle se manifeste comme ça aussi. Ou alors, quand je sors d'atelier, tu vois, j'ai la chance d'accompagner des personnes en situation de handicap sur des ateliers de communication où la violence, elle est présente parce que quelquefois, ils peuvent en vouloir aux valides qui sont en pleine forme, et puis eux, ils sont coincés dans leur corps. Et quelquefois, ça nous permet de mettre tout ça à plat et d'accueillir cette différence sans en faire un problème. Mais que des solutions, ou que des modifications de regard. Comment je peux transformer mon regard sur une personne valide? Et comment je peux arriver à accueillir le handicap dans lequel je suis pour être le plus à l'aise possible et arrêter de communiquer en envoyant balader les gens, etc. Parce que je suis en colère en permanence. Bien sûr. Et ça se fait, ça. Bien sûr. C'est ça qu'on forme.
Oui, oui. D'ailleurs, oui, oui, oui. Et c'est intéressant d'ailleurs de dire que justement, enfin, tu vois, comme je te disais, on sent que chez toi c'est très intégré, mais que tous les auditeurs le sachent, c'est vraiment toi à cet endroit que tu peux les aider. C'est-à-dire s'ils ne se sentent pas en capacité d'accueillir ces choses vraiment avec un regard, je dirais presque d'amour, hein, c'est même plus, voilà. Bon, on sait que c'est très difficile quand on est dans la situation, et que là, à cet endroit-là, toi, tu peux vraiment les aider en individuel ou en groupe. C'est ça, et en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est vers ça que j'ai vraiment à cœur de vivre ça de plus en plus. Hein. Voilà. J'ai des groupes, bien sûr, de communication et de l'individuel, et maintenant de l'entreprise. Parce que je vois plus, enfin, je sais pas, ça me plaît beaucoup de pouvoir imaginer qu'en entreprise, on peut venir le sourire sur les lèvres, content, d'être à sa bonne place et d'être capable de converser. Par exemple, j'avais œuvré pour la SNCF d'un temps, et avec les cadres, c'était vraiment extraordinaire, parce que ils se sentaient écoutés, entendus, et puis ça leur permettait d'aborder les usagers d'une autre façon, et d'entendre que ces personnes qui se plaignaient, elles avaient de bonnes raisons de le faire, et qu'ils étaient là pour transformer, c'est pas de nier ce qui se passe, bien au contraire, c'est d'accueillir ce qui se passe pour ensemble en faire quelque chose de positif et de solide, et de transformer l'histoire. Voilà. Oui. Ça change tout. Mais oui, ça change tout. Et voilà. Et l'entreprise, aujourd'hui, oui, j'ai envie d'aller dans ce sens. Oui, alors justement, ça nous mène à la 5e question. Quels sont tes projets de l'année en cours ou pour l'année à venir? Voilà, explique-nous. Que fait Hélène dans les mois qui viennent? C'est ça, en fait, c'est apporter de la valeur ajoutée aux entreprises qui sont désireuses de ça, parce que elles sont conscientes. Par exemple, là où j'interviens, c'est grâce aux directeurs, principalement, qui ont pris conscience que c'était important que la paix sociale existe à tous les niveaux dans leur entreprise. Et la paix sociale, elle ne passe que par une excellente compréhension de ce que nous disons. Et ça arrête les jugements, ça arrête les arrêts maladie, ça arrête... parce que je leur enseigne ce qui m'a été enseigné, c'est-à-dire de dire ce qu'il y a. C'est arrêter de sous-entendre qu'un tel a fait ci ou que etc. C'est être capable d'aller voir la personne en lui disant, voilà, je me sens dans l'inconfort de ce qui s'est passé tout à l'heure. J'aimerais bien prendre un peu de temps et reparler avec toi. Est-ce que tu serais disponible pour que nous le fassions? Et là, ça change tout. Les personnes savent, puisque tous, je suis dans de grosses associations où tout le monde sait que le langage, il y passe du directeur à la personne qui s'occupe des jardins, de la lingerie, des éducateurs spécialisés, etc. Je vois tout le monde. Donc, j'ai vraiment une opportunité extraordinaire de communiquer avec chacun et de leur enseigner qu'ils peuvent apporter ça entre eux et le vivre beaucoup mieux. D'ailleurs, depuis, il y en a qui ont entamé des relations amicales, ils se disent les choses, puis après en atelier, ils me rapportent ce qu'ils ont vécu ensemble en dehors de ma présence. Et ça, c'est waouh. Pour moi, ça, c'est de la paix. C'est de la paix. Parce qu'ils mesurent, non seulement ça leur apporte en entreprise, mais ça leur apporte aussi à la maison. Parce qu'ils l'appliquent avec les familles. Aussi avec les familles. Et alors, justement, ça c'est une question qui me vient encore une fois de façon concrète. Quand tu interviens en entreprise, c'est plutôt sur une longue durée ou ça peut être court? Comment Non, par exemple, là où je vais, ça fait 7 ans que je le pratique. D'accord. Parce que le personnel bouge, parce que l'entreprise est ainsi faite. Et puis ils sont dans le vivant tout le temps. Alors, soit avec des intervenants extérieurs, ils peuvent rencontrer
des problématiques qui ont besoin d'être vues, soit entre eux, il y a des choses qui soulèvent et voilà. Et il y a besoin d'un accompagnement, régulier. Oui. Je vais une fois par mois et je rencontre tout le monde. D'accord. Et tu peux justement... Des ateliers entre 8 et 15 personnes. Pas plus, hein, parce que voilà. Et puis je leur fais faire des jeux de rôle aussi. C'est intéressant de voir ce que peut l'autre, comment il peut accueillir ce qui s'est vécu. Et là, c'est magnifique parce qu'à ce moment-là, ils se demandent pardon parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin. Mais d'eux-mêmes, j'ai même pas besoin de le dire. Ça se voit, et tout le monde est là à regarder et à se dire bon sang, mais oui. Je me rappelle quand j'étais à Nantes, j'ai vécu à Nantes avant de vivre avec une de mes collègues qui s'appelle Isabelle Delille. Nous sommes intervenus dans une école Freinet pendant 1 an avec les primaires. Et je me souviens, les enfants nous disaient mais tu voudrais venir à la maison pour parler à mon papa et à ma maman parce que voilà. Eh oui, bien sûr. Voilà, ce genre de choses. Ils avaient tout compris. Les enfants, c'est magnifique. Les écoles, ça devrait être enseigné. Je sais qu'il y a des écoles qui commencent à s'ouvrir à tout ça. Et j'ai une grande gratitude. Hein. Oui. Vraiment, ça devrait commencer là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui devrait aussi se transporter dans tous les milieux. Hein. Eh oui. Oui. Oui, parce que c'est systémique, hein. L'entreprise, la famille, on prend les mêmes heures, ça recommence. C'est ça. Oui, tout à fait. Papa, maman, le frère, la soeur, la tante. C'est ça. On voit bien les problèmes de hiérarchie qui sont bien souvent liés avec la relation au père, n'est-ce pas? C'est ça. Ce qui est merveilleux, c'est quand ils sont dans l'accueil de ça et dans cette intelligence collective qui se met au service de tous. Alors là, voilà. Tu me posais la question tout à l'heure, qu'est-ce que ça me fait? Pour moi, là, c'est la paix qui s'instaure. Je suis vraiment... Je les remercie tout le temps. Non, c'est l'inverse. Mais je dis, vous pouvez pas vous imaginer. Moi, j'aurais tellement aimé vivre ça. Quand j'étais plus jeune. C'est pour ça, je me souviens quand j'étais gamine, je priais pour que ça change. Et aujourd'hui, c'est cette chance de pouvoir le faire pour d'autres, le vivre avec d'autres. Alors, vraiment, je suis comblée. comblée. Oui. On peut dire que la gratitude fait complètement partie de ta vie de tous les jours. Ah oui. Ça, c'est vrai. Donc voilà, ce vers quoi j'œuvre et voilà, j'ai les sensations. Dans ma première vie, j'ai œuvré dans la restauration et je me souviens, j'étais au service des personnes évidemment. Et là, je me sens... J'ai juste changé c'est toujours du service, mais c'est un service un peu différent. Oui. On sent, chez toi, que voilà, être au service, maintenant de la vie, mais c'est une valeur fondamentale chez toi, c'est évident. Merci. Au service de la vie. Oui, au service au service de la paix. Au service de la paix, oui. Non, parce que c'est la petite goutte, c'est le colibri, C'est chacun fait, on est tous reliés, donc pour moi c'est très important. Oui, et puis chaque colibri a sa goutte différente à donner, pour servir la vie. Et voilà. Toi, c'est la goutte de la paix et de l'harmonie systémique. Merci beaucoup, Hélène, pour ton témoignage. Alors, on se retrouve après à la rentrée, puisque toi, tu seras à cheval après les vacances. Je le dis un peu à nos auditrices et auditeurs que Saul Éphéméris sera en vacances pendant 1 mois, mais Hélène n'aura pas terminé, sera encore avec nous à la rentrée, donc je suis ravie, encore une fois. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Je me sens touchée. Alors, le fait d'avoir vécu cette expérience au podcast, je me sens touchée, honorée
Et ça répond à mon besoin. Je découpe le protocole. Et ça répond à mon besoin de transmission, de lien. Et ma demande, c'est que d'être entendue et d'être soutenue dans ce trajectoire de vie. Voilà. Et je te remercie pour m'avoir suggéré de te retrouver dans cette émission. Merci à tous les auditeurs. Merci. Merci beaucoup à toi et merci à tous. Au revoir Hélène. À bientôt. À bientôt.